à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la cantorade. Bonjour André, comment vas-tu ? Bonjour jeune homme, ça va très bien. On se retrouve avec plaisir cette semaine. Bonjour Charles Crusson. Bonjour à tous. Pour cette deuxième chronique, nous consacrons quelque temps au piano, instrument roi peut-être, ou plus que le violon, moins, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles ? Il est souvent décrié comme instrument roi. Plus que le violon. Oui. Le violon est peut-être plus virtuose. Ouais. Oui, et puis plus transportable. Oui, c'est vrai que c'est un aspect à prendre en compte. Le fait qu'il ne soit pas transportable ou peu, l'orgue c'est encore pire. Alors il y a encore Exactement. plus roi peut-être, hein, parce que lui pour le bouger. Il fait combien ? Ça fait 10 mètres de haut, un orgue ? Il y a toutes les tailles. Vous avez des petits orgues positifs qui sont plus transportables qu'un piano. Mais c'est vrai que l'orgue, c'est un instrument magnifique aussi. Ah oui, ouais, oui, c'est beau. Le problème qui va se poser dans le monde contemporain, on en parlera après, c'est l'introduction de l'informatique et tous ces trucs-là qui vont changer beaucoup de choses. Oui, ça a déjà commencé. Hein. Oui, c'est très avancé. Et finalement, depuis pas mal de temps. Avec l'intelligence artificielle, on risque d'avoir des surprises aussi peut-être, hein, pour le piano. Enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard. Ouais. Bien, justement, ça va nous permettre à arriver à l'histoire du piano. Comment ça a commencé le piano ? Je voyais que le clavecin commence à être du piano, mais peut-être vous pouvez nous éclairer là-dessus, Charles. Le clavecin est un faux ami. Ah, voilà, merci de corriger les choses. Allez-y, je vous en prie. En fait, le clavecin est un instrument qui existait déjà depuis plusieurs petits siècles avant l'arrivée du piano. La cithare, après tous les instruments, même antiques, au niveau des cordes. Pythagore se posait des questions sur les cordes, hein, les cordes musicales. Donc. Oui, et puis les longueurs d'onde. Exactement. Mais non, mais je parle de la technique de la corde frappée, quoi. Alors, la corde frappée, par contre, existait techniquement, mais n'avait rien à voir avec le piano. L'instrument qui existait, qui ressemblait un petit peu, on appelle ça le clavicorde, mais mécaniquement, il n'a rien à voir, il est beaucoup plus simple. Alors, c'est quoi un clavicorde ? Alors, les clavicordes, c'est une petite caisse de transport qui peut faire la taille d'une cagette à légumes, par exemple, qui peut être un peu plus grande, un peu comme une petite table basse, après. Caisse de résonance. Exactement, qui a plusieurs cordes, qui permet déjà d'être polyphonique, et un petit clavier qui peut avoir 2-3 octaves. Et qui a eu l'idée de ce clavicorde ? C'est un individu, un groupe d'individus ? C'est la conjonction de plusieurs choses. On revient dans une époque où il n'y a pas trop d'écrits, pas trop de tracés. Quelle époque ? 15e siècle à peu près. Même avant. Même un peu avant les prototypes. Le problème, c'est qu'entre ce que nous, on connaît de ces instruments et les prototypes de l'époque qui ont disparu, parce que c'était des instruments qui étaient, mine de rien, très fragiles. Donc, il y a que quelques rares pièces bien conservées. Le reste, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Donc, historiquement, on a du mal à rechercher. Mais personne n'a essayé de les remettre au goût du jour, ces clavicordes ? Il est toujours pratiqué. Où ça ? Généralement, c'est pour des passionnés, plutôt clavecinistes de formation, ou même les pratiquants d'orgue, qui jouent cet instrument-là. Manque de nuances, quand même. Alors, les nuances, en effet, sont pas celles d'un piano. Oui, sûrement. Et au fait, vous avez même des petits soucis par rapport au piano, c'est que vous avez un marteau, vous avez différents marteaux qui vont frapper plusieurs fois les mêmes cordes. Donc vous avez des marteaux que vous ne pouvez pas jouer ensemble. Donc c'est un instrument qui limite, mine de rien, le répertoire. Donc c'était vraiment l'instrument qui permettait, pour les gens qui avaient les moyens de s'en offrir un, ça coûtait cher. Il fallait le faire faire par les facteurs. Par les facteurs. Alors on les appelait facteurs. Pourquoi facteurs ? Du verbe facere, fabriquer. Manufacture. Oui, c'est ça. Découle. Oui, rien à voir avec le facteur de la poste. Si, ça a quelque chose à voir au niveau de la signification, parce que c'est
facere en latin, ça veut dire fabriquer. Facteur vient de fabriquer. Le facteur de la poste, c'est celui qui fabrique aussi quelque chose, c'est-à-dire une distribution de courrier. Alors, Il la fabrique. Une distribution, ça se fabrique finalement. Ah oui, parce que c'est au facteur d'organiser. Bien sûr. Voilà, organiser son parcours. C'est comment. Oui, c'est ça. C'est un travail de fabrication. Ouais, finalement, donc le mot facteur de la Poste. Comme en mathématiques, un facteur. Il a été emprunté simplement à la racine. Oui, mais comme beaucoup de langues, ce sont des mots qu'on puise en gros dans l'origine latine. Ouais. En et les dissociant. pratiques historiques. En le dissociant complètement du facteur pour le piano, quoi. C'est ça. Du moins, je pense. Oui. Ah non, bon, alors après, comment les choses se sont passées pour passer du clavicorde on est passé directement du clavicorde au piano, non? Oui, clavecin avant. Alors, le clavecin a donc pallié le faux ami, ce faux ami qui est donc à corde pincée, rappelons-le, qui lui aussi a une mécanique exactement, qui a une mécanique beaucoup plus simple aussi que le piano, qui a une mécanique particulièrement complexe. Non, en fait, comment est arrivé le piano? C'était donc une demande finalement, une arlésienne qui traînait chez les facteurs d'instruments, qui voulait se faire des instruments à nuances, qui permettaient de faire des nuances. C'était ça le grand problème. C'était à la demande des musiciens. À la demande des musiciens, mais au fait... Les deux, je pense. On se remet dans un contexte à l'époque où, mine de rien, la pratique instrumentale n'est pas diffusée partout. En tout cas, pas de ces instruments-là, parce que ce sont des instruments, encore une fois, très onéreux à l'époque. C'était surtout la noblesse. C'était la noblesse, l'aristocratie. Oui. Fortunée. La très haute bourgeoisie. Tout à fait, oui. La haute bourgeoisie. La très haute bourgeoisie. Qui imitait l'aristocratie. Exactement. Les instruments populaires pouvaient être le violon, la guitare, etc. Parce que c'était plus facile à fabriquer. Le charpentier d'un village pouvait fabriquer un violon. Mais un violon, ça coûtait cher quand même aussi. Ça coûtait en soi, en matériaux, ça coûte pas tant cher que ça. Ça se fabriquait... par comparaison, c'est au piano. On pouvait fabriquer ça dans sa ferme, par exemple. Je connais des retraités qui, par passion, s'amusent à fabriquer des violons. Et ils s'y mettent à l'âge de 70 ans, ils n'ont jamais appris avant. L'avantage, si tu veux, ça n'a pas besoin d'une pièce. Le piano exigeait quand même comme une sorte de salon. Ah oui, c'est sûr. Et mine de rien, ce sont des instruments particulièrement instables, donc il faut un entretien constant. Oui. Donc, remis dans ce contexte de l'époque où le double vitrage et le chauffage central n'existaient pas, avoir un clavecin à Douai ou à Calais n'était pas le même entretien qu'avoir un clavecin à Aix-en-Provence. Donc chaque région était différente, la musique ne circulait pas comme aujourd'hui, les artistes ne circulaient pas, c'était des artistes de cour, mine de rien à l'époque. Les artistes itinérants sont venus bien plus tard. Il existait quand même cependant, c'était pas considéré comme des artistes, ceux qui allaient, les cheminots entre guillemets, qui allaient avec justement leur violon ou autre. Ça existait aussi. Oui, ça existait. Ou les exhibitions aussi. Mozart a fait le tour de l'Europe. Exactement, oui. Et donc c'est un facteur de clavecin qui s'appelait Bartolomeo Cristofori, c'est ça? Exactement, à Florence. Qui a construit le premier instrument à clavier muni d'un mécanisme à marteau, c'est ça? Exactement. Et donc c'était en Italie, ça? C'était à Florence, en Italie. On est donc à la fin du XVIIe siècle. La Renaissance. La Renaissance italienne. En 1711, j'ai noté qu'on l'avait appelé Crave comme ballo col piano. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je vous avouerai que moi, mon italien, je ne l'ai pas révisé depuis un petit moment. Non, c'est le mot piano qui... Alors, le mot piano, la racine du mot piano. La racine italienne du mot piano veut dire doucement. Voilà. Doux. Pianissimo. Oui. C'est encore latin, ça. L'italien, de toute façon. L'italien vient évidemment du latin. Et donc, le mot piano veut simplement dire doux. Non, comme par rapport au clavecin. La traduction que j'ai, c'est clavecin avec des douces nuances. Oui, doux. C'est ça, oui, parce que le clavecin n'a pas de nuances. Non, le clavecin mécaniquement ne permet pas les nuances. Non, et il est pas doux, en fait, à l'oreille. Ça peut être doux et fort aussi. Exactement. D'où forte. le nom piano forte. Il faut les nuances. C'est ça, forte. Et donc, c'est vraiment le piano que l'on a actuellement, non? Pas encore, tout à fait. C'est pas du tout le piano qu'on a actuellement. Néanmoins, dans la mécanique qu'a conçu Cristofori, qu'a inventé Cristofori, 80% des éléments qu'il a inventés sont encore présents.
Donc, les pièces ont évolué, les profils des pièces ont évolué. Dans les pianos qu'on trouve actuellement. Dans les pianos à queue qu'on trouve actuellement. Les angles ont vraiment été modifiés, les matériaux ne sont plus du tout les mêmes. La nature des cordes aussi. Exactement, la nature des cordes. Mais juste, par contre, l'aspect mécanique, c'est-à-dire ce qui est posé sur le clavier, ça vraiment, il y a 80% des choses qu'il a inventées sont encore dedans. Encore une fois, avec une énorme évolution, mais le principe est là. Les marteaux ont évolué, la taille des claviers a évolué, évidemment la caisse a complètement changé, elle a été révolutionnaire, elle n'a plus rien à voir. Mais donc là, on est au 17e, 18e siècle. On passe au 18e siècle. On passe au 18e siècle. Et au 18e siècle, certains ont travaillé à mettre au point ce que l'on appelle, faut me corriger, des étouffoirs pour placer des étouffoirs sur les cordes. Avant, il n'y en avait pas. Alors si, les étouffoirs ont toujours existé, ils existaient même pour les clavecins, même pour les clavicordes. Ah bon. Alors c'est quoi un étouffoir finalement ? Un étouffoir, c'est une feutrine qui est généralement lestée et qui va au fait se poser ou appuyer sur les cordes pour les empêcher de vibrer. Oui, c'est-à-dire une fois que le son est produit, il faut réussir à éteindre à un moment. Les pédales. D'accord. C'est les pédales. Donc on y a pensé déjà On y a pensé très très tôt. Oui, mais en fait, le musicien qui jouait même en antique sur des lyres étouffait ses cordes pour arrêter sa musique ou pour éviter que d'autres cordes ne vibrent pendant qu'il en jouait une en particulier. Mais avant, il n'y avait pas de pédales. Il a fallu installer des pédales. Alors les systèmes de pédales sont arrivés après l'invention de Cristofori. Les pédales, au fait, se sont faits pour faire des effets. Donc la pédale forte, la pédale de droite que tout pianiste au bout de 1 ou 2 ans de pratique commence à utiliser, ce sont juste pour créer des effets. D'accord. Dans les vibrations. Exactement. Dans les vibrations. Alors, ça nous amène maintenant, donc on a vu cet aspect un peu historique. Là, il y a une différence vraiment, avant d'aborder le fonctionnement du piano, peut-être qu'on va le faire en même temps d'ailleurs, il y a une différence entre un piano droit et un piano à queue. L'un c'est vertical, l'autre c'est horizontal, d'accord. Mais autrement, quelles sont les différences ? Les deux grandes différences sont déjà que vous avez une mécanique qui est différente. Quand même, bah oui, forcément, dans un cas c'est vertical, dans l'autre c'est horizontal. Dans le cas du piano à queue, les marteaux sont au fait, suivent les cordes, ils sont allongés. Donc ils sont à l'horizontale, alors que dans la mécanique du piano droit, les cordes étant verticales, les marteaux seront à la verticale aussi. C'est un détail, mais qui, mine de rien, modifie grandement les deux mécaniques. Ça modifie les sons aussi ? Pas tant que ça. On essaye d'éviter l'origine, c'est le piano à queue, donc le piano droit a toujours essayé de se rapprocher au plus près du piano à queue. Donc, normalement, si vous écoutez juste un CD, vous ne devriez pas avoir la différence entre un droit et un queue. D'accord. Normalement. Mais c'est vrai que... Ça dépend comment c'est joué aussi. Ça dépend comment c'est joué. Et c'est vrai que les caractéristiques des pianos droits, c'est que généralement, ils sont plus petits que les pianos à queue. Les vibrations. Ils prennent moins de place. Ils prennent moins de place. C'est l'élément... c'est pratique, on met ça le long d'un mur, par exemple. Et donc, si vous avez un bon enregistrement, vous pouvez entendre sur certaines cordes que du coup, elles sont un peu plus courtes que les pianos à queue. D'accord. Mais vaut mieux un bon piano droit qu'un mauvais piano à queue. Oui. Il y a des bons pianos droits. Oui. Il y a des très très bons pianos droits. Ah oui. Bien. Alors, finalement, est-ce que vous pouvez nous résumer que pour nos auditrices et nos auditeurs, brièvement, j'ai assisté à votre exposé l'autre fois, brièvement, vous l'aviez bien fait de manière didactique, comment fonctionne un piano ? Déjà, il faut que vous trouviez un pianiste. Oui. Le piano, en fait, il est pas si compliqué à comprendre. C'est simplement donc des cordes qui vont avoir vocation à vibrer. Elles sont actionnées par un marteau qui va venir les frapper. Ce marteau lui-même est actionné et propulsé par une mécanique. Et cette mécanique complexe est actionnée par un clavier. Le clavier est simplement un balancier. Quand vous appuyez sur une touche, de l'autre côté de la touche, ça monte. En montant, ça va actionner tout ce mécanisme qui va projeter, catapulter le marteau sur les cordes pour les faire vibrer. C'est tout. Et le marteau, il est pas métallique, il est constitué de quoi le marteau ? Le marteau de nos jours est en feutre. Donc c'est un feutre qui a tout un traitement chimique, qui est très durci, qui est très dense. Et avant, il était en quoi alors ? Avant, il était en peau.
Carrément. C'était une petite âme en bois sur laquelle par-dessus on garnissait de différentes couches. Donc on pouvait mettre déjà de la feutrine mais qui n'était pas compressée, pas tendue. Puis par-dessus on garnissait de peaux de lapin, de différentes peaux pour avoir différents effets sonores. En changeant, en passant de la peau de lapin à la peau de ce que vous voulez, de bœuf, ça modifiait la sonorité, peut-être alors certainement, parce que je vous avouerai que j'en ai pas vu beaucoup des marteaux de cette époque-là. Les marteaux tels que nous, on les connaît, ont été inventés par un Français, à savoir donc en feutre très dur, et ce Français s'appelait Henri Pape. Et donc c'était au milieu du 19e siècle, même un petit peu dans la première partie du 19e siècle. Et son invention a été aussi révolutionnaire parce que ça a permis, mine de rien, d'augmenter la puissance du piano. C'était un peu le problème au début du 19e siècle, quand le piano a commencé vraiment... Donc ils étaient en feutrine, alors, c'est ça ? Exactement. Au départ, donc, quand on avait ces marteaux en peau, le problème, c'est que l'usure déjà était là, mais les peaux n'étaient pas tendues. C'était simplement garni, collé. Et donc, ça manquait de puissance. Ça ne permettait pas de transmettre suffisamment. L'inertie ne suffisait pas. L'énergie était perdue par le fait de cette peau détendue. Et donc, Henri Pape a inventé déjà une feutrine compressée, vraiment très très dense, qui est très très dure. Et en encollant cette feutrine autour des âmes des marteaux, il crée une tension dans la feutrine et durcit encore plus ce feutre qui va du coup permettre, quand la corde se fait... Précisez-nous l'âme du marteau. L'âme, c'est la petite pièce de bois sur laquelle par-dessus on garnit donc de feutre. C'est une petite lamelle de bois. C'est quel bois ? Alors ça dépend... Très dur. Ça peut être un bois dur. Alors oui, c'est plutôt un bois dur, mais ça peut dépendre, les essences peuvent dépendre, parce que du coup, ça va jouer sur le grammage. Donc, après, c'est dans tout l'aspect mécanique, ça rentre en compte. On peut mettre différentes essences de bois pour jouer sur les grammages. C'est sur cette âme que l'on colle la feutrine. Exactement, on la colle et on l'agrafe également. On l'agrafe. On l'agrafe avec des agrafes métalliques. Oui. Ça perturbe pas le son, ça ? Non, justement, ça permet de bien tendre les feutrines en surface. D'accord. Alors, le fait de l'utilisation du mot âme, justement, pour le marteau, c'est finalement c'est pour signifier que c'est le point, que c'est l'âme du piano, finalement, que c'est le point central. Alors non, je pense que le mot âme, je pense qu'il a plus un aspect de langage technique. C'est plus à mon avis un langage. En anglais, c'est âme aussi. En latin, animus, c'est ce qui anime. La vraie âme du piano, dans le sens poétique du terme, pour moi, serait plus la table d'harmonie, au fait. D'accord. Oui, c'est celle qui. Et par contre, dans le violon, l'âme, elle est à l'intérieur de la boîte, l'âme du violon. Je crois que l'âme du violon, c'est ce que nous on appelle le chevalet. C'est pas dessous ? Je suis pas sûr. Comment ça s'appelle ? Je ne suis pas luthier, donc je il faut que je cherche. Mais peut-être que quand même, on l'a appelé l'âme parce que marteau en anglais, c'est âme. C'est hammer. H-A-M. C'est peut-être pour ça. Non, je sais pas. Je pense pas. Indépendamment. Historiquement, je pense pas, parce que cette notion d'âme, entre guillemets, il faut la faire remonter beaucoup plus avant. C'est-à-dire l'idée de ce qui est théoriquement qui donne vie à. Voilà, donc, mais je suis d'accord, c'est pas ça qui donne vraiment. Je veux dire on peut comprendre que c'est pas la table d'harmonie, ça pourrait être table d'harmonie comme dit Charles, mais aussi prendre référence au fait qu'en anglais, marteau, c'est âme. Aussi. Oui, mais le mot âme ici, il faut le prendre dans le dualisme qui existait dans la tradition judéo-chrétienne. Oui. C'est-à-dire que il y a l'âme d'un côté qui fait la vie, mais qui peut trouver une autre vie. C'est-à-dire qu'elle est dissociée du corps. Le dualisme. On a l'âme et on a le corps. Le corps, c'est ça, le dualisme, c'est le dualisme. Au niveau du piano, comme au niveau du violon, comme au niveau de tout instrument, peut-être. C'est ce qu'on disait la dernière fois, il y a une forme implicite de métaphore utilisant le piano comme un être vivant. Il aurait une âme. Tout à fait. Comme nous, il y aurait le corps et l'âme. Ah oui, c'est pour ça qu'on... C'est ça, c'est une tradition judéo-chrétienne. Donc, en tous les cas, pour vous, ce serait plutôt la table d'harmonie, c'est ça ? La table d'harmonie est le point névralgique. Alors, précisons, table d'harmonie, c'est quoi ?
La table d'harmonie, en fait, c'est ce qui va vulgairement être l'enceinte de votre piano. C'est ça qui va déplacer l'air. Une corde qui vibre dans l'air déplace très peu d'air parce qu'elle a très peu de matière. C'est simplement un fil. Si vous essayez de faire jouer votre corde à linge, vous n'allez pas l'entendre. Faut qu'elle soit tendue. Il faut qu'elle soit tendue déjà. Par contre, si vous transmettez par une petite pièce en bois qu'on appelle le chevalet, qui va être lui-même collé à une énorme table qui peut faire la taille d'une table à manger, c'est votre table à manger qui du coup va se mettre à vibrer parce qu'elle va capter la vibration de cette corde. Et en vibrant, votre table déplace beaucoup plus d'air parce qu'il y a beaucoup plus de matière. Attendez. Donc vous frappez avec le marteau, d'accord. Et ensuite, on arrive au chevalet. Alors votre ça vibre. Corde se met à vibrer. Oui, la corde fait vibrer sur ce sur quoi votre corde est apposée sur un chevalet en bois. Oui, chevalet en bois qui va transmettre. Qui lui est un simple rail de chemin de fer qui va transmettre à la table sur laquelle il est collé. La table d'harmonie. À la table d'harmonie. Et cette table d'harmonie est en bois tendre. Oui. Elle est assez grande et assez fine pour lui permettre d'être suffisamment élastique pour pouvoir bien vibrer et déplacer beaucoup plus d'air. Et donc, du coup, amener beaucoup plus de son. La table d'harmonie est en bois tendre, c'est ça ? Oui, généralement, c'est de l'épicéa. Pour qu'il puisse, pour que ça puisse vibrer. Exactement. Et c'est la même chose que le piano soit droit ou... Est-ce qu'il fait vibrer aussi ou à queue Oui, c'est la même chose. De manière très faible, les autres cordes. Oui, mais oui, bien sûr. Mais la table d'harmonie est beaucoup plus grande pour le piano à queue que pour le piano droit. Oui. Et donc, ça veut dire que les vibrations ont une ampleur, une couleur, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, différente pour l'un et pour l'autre. Et pourtant, vous dites qu'il n'y a pas de différence, on la détecte peu. En fait, votre table d'harmonie, vous pouvez quand même, mine de rien, à la conception, créer des aspects, gérer un petit peu sa fabrication pour qu'elle ait des caractéristiques. Donc, par exemple, si vous avez un tout petit piano droit d'étude, vous pouvez le faire sonner assez fort en contraignant votre table d'harmonie. Quand je dis la contrainte, c'est au fait, on va essayer de la tordre un peu sur elle-même pour qu'elle développe plus de vibrations. Un piano à queue, plus il est grand, plus naturellement, il n'a pas besoin de ça. Et en plus, il est tellement grand que si vous le contraignez sur une telle longueur, il risque tout bêtement de casser. Ah oui, bien sûr. Donc, vous pouvez, en gros, accentuer la puissance d'un piano en contraignant plus ou moins cette table d'harmonie, ce qui va créer ce qu'on appelle plus de charge, ce qui va appuyer plus sur les cordes. Donc, vous pouvez, à la conception, en fonction de ce que veut le fabricant de piano, il va pouvoir faire un piano qui sonne suffisamment fort par sa taille, mais qui du coup, plus il sera grand, plus les cordes seront longues, donc plus également il y aura de vibrations. Oui. Ça déplacera plus d'air, le son sera aussi plus élégant qu'un tout petit piano où vous allez devoir mettre des cordes plus courtes et tordre plus la table d'harmonie, donc c'est un son qui sera plus saturé. D'accord. On continuera à la troisième chronique, cet entretien avec... Charles Cruchot, parce que nous avons passé les 20 minutes maintenant. Le temps passe vite. Le temps vibre. Aussi, on a essayé d'être en harmonie aussi avec ce temps, du mieux possible en tout cas. Et donc, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Comme dit André, prenez soin de vous et comme moi je dis, et Charles probablement, et André sûrement aussi, écoutez beaucoup la musique et on espère que ces deux premières chroniques vous ont éclairci un peu sur ce qu'est un piano. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir André, au revoir Charles.